je suis Véronique et ça va me faire plaisir de partager mes trucs pour être plus efficace en télétravail dans les prochaines minutes. Dans les derniers mois, dû à la pandémie, plusieurs employeurs ont demandé aux employés de travailler de la maison. J'imagine que si vous écoutez la capsule, c'est que c'est votre situation à vous aussi. Vous le savez, le télétravail comporte autant d'avantages que de contraintes, donc il y a des pièges à éviter. Est-ce que vous saviez que si vous êtes bien organisé et vous appliquez les bons trucs, votre performance de travail peut augmenter jusqu'à 22% la première année en télétravail? Intéressant, hein? Pour ma part, ça fait déjà 4 ans que je fais du travail de la maison et croyez-moi, j'ai appris mes erreurs. Le premier truc que je pourrais vous donner, c'est imposez-vous une discipline, une routine le plus possible. Planifiez comme si vous étiez au bureau. Tenez-vous à des heures de travail fixes et considérez que vous êtes en service pendant ces heures-là. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, parfois ça peut être difficile à la maison avec les enfants, tentez le plus possible de vous trouver des trucs pour ne pas déroger de cet horaire-là. Vous allez voir, plus vous allez être autodiscipliné, plus vous allez voir qu'une habitude va s'instaurer et vous allez être déjà plus efficace. Et surtout, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous travaillez de la maison que ça vous donne le droit d'arriver en retard. Numéro 2, bien planifier votre journée en gérant vos priorités. À la base, vous devriez vous établir des objectifs hebdomadaires. Donc, à chaque semaine, vous êtes fixé et vous avez des objectifs clairs à atteindre à la fin de votre semaine. Par la suite, à tous les jours, c'est plus facile de faire une liste des choses à faire et par la suite de vous poser la question, qu'est-ce qui est important et urgent? En fait, c'est de bien fixer vos priorités. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un outil très simple, la matrice des priorités d'Eisenhower que vous pouvez voir à l'écran en ce moment. Cet outil va vous aider vraiment si vous vous sentez dépassé par le nombre de tâches que vous avez. C'est vraiment, ça va vous désencombrer d'une charge que vous pourriez avoir dans votre cerveau, une charge mentale comme on dit, et ensuite vous aider à vous organiser. Et rappelez-vous que vos priorités, c'est peut-être pas celle de votre équipe et celle de votre patron. Donc, c'est peut-être mieux de confirmer en fait avec votre équipe. Aussi, si vous voulez, vous pouvez ajouter dans votre liste de tâches à faire des activités personnelles parce que en travaillant de la maison, des fois, c'est difficile de jongler entre la vie personnelle et professionnelle. Donc, peut-être que ça va vous désencombrer et vous aider de pouvoir vous faire une liste de tâches de cette manière-là. Truc numéro 3, clarifier les attentes et contacter le bureau. En fait, plus les attentes sont claires de votre part, plus votre niveau de stress va baisser. Donc, parlez à votre patron. Quels sont les objectifs à atteindre pour la semaine? Peut-être qu'il va vous donner des projets ou des objectifs à atteindre sur une période d'une semaine ou voire même d'un mois parce que pour lui, c'est beaucoup plus facile à faire un suivi avec vous. Aussi, quand on dit contacter le bureau, en fait, c'est une image parce que la plupart de nos collègues ou patrons sont aussi en télétravail. En fait, c'est mentionner aux gens quand vous êtes disponible, quand c'est possible de vous rejoindre, quel est votre horaire. Comme ça, vous allez éviter beaucoup de conflits de perception, en fait. Donc, si vous recevez un courriel, si vous n'êtes pas en mesure de répondre rapidement, mentionnez que vous avez reçu le courriel. Contactez vos collègues quand vous travaillez sur des projets aussi régulièrement parce que le fait de montrer que vous participez à atteindre les objectifs d'équipe va aider à la cohésion de cette équipe-là. Numéro 4, maintenir sa concentration. Facile à dire, hein? En fait, je vais vous partager quelques trucs qui fonctionnent bien avec moi, qui fonctionnent aussi avec les gens de mon entourage. En fait, la première chose, bien évidemment, c'est chasser le plus possible les dérangements que vous pourriez avoir. Donc, j'espère que vous avez la chance d'être dans une pièce qui est quand même assez tranquille parce que c'est pas évident de travailler de la maison. Vous avez les enfants qui courent, le chien qui passe, vous avez en tête la pile de vaisselle que vous avez à faire ou le bruit, les dérangements de l'extérieur. Donc, important le plus possible d'avoir un endroit calme. Aussi, d'éviter les bouffetants. C'est quoi les bouffetants? En fait, c'est des activités qui vont faire en sorte qu'on sort de notre concentration pour un moment. Et mis bout à bout, ben, en fait, on s'aperçoit à la fin de la journée que ça peut prendre plusieurs minutes, voire même heures dans notre journée. Les bouffetants, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais il y en a un qui est très intéressant et qu'on s'en rend pas nécessairement compte. C'est vraiment lorsqu'on reçoit des courriels, par exemple. Vous travaillez sur votre poste de travail et votre boîte de messagerie est ouverte. Et là, quand vous travaillez, vous voyez vos messages apparaître. Donc, quand vous recevez le beau message, ou ça peut être même les notifications que vous recevez sur votre cellulaire, notifications, que ce soit un courriel, un message texte, un message par Facebook, ce qui arrive, c'est que vous allez vous déconcentrer de votre tâche vous allez me dire, pas un long moment, effectivement, pour un court moment, mais en fait, ce qui est le plus dommageable, c'est le temps que vous allez prendre pour vous reconcentrer dans la tâche. Donc, imaginez que vous avez 50 courriels ou plus et vous avez X nombre de textos et de notifications qui entrent. Donc, à ce moment-là, au bout de la journée, essayez de calculer combien de temps vous avez perdu dans votre journée. Très intéressant comme fait. L'autre truc, en fait, c'est, comme vous voyez à l'écran, c'est le technique Pomodoro, la minuterie tomate qu'on utilise, en fait, depuis 1980, là, depuis la théorie de Pomodoro. En fait, vous pouvez prendre une minuterie, n'importe quelle minuterie, que ce soit votre cellulaire ou que ce soit la minuterie de la cuisine. Je ne sais pas si on utilise ça encore. En fait, ce qui est important, c'est de mettre le chronomètre à 25 minutes. Donc, pendant une période de 25 minutes, vous devez vous efforcer à vous concentrer à votre tâche. Ce qui est intéressant, c'est qu'après le 25 minutes, vous avez un 5 minutes de pause. Et vous recommencez après ça encore avec des périodes de 25 minutes comme ça. Et à chaque fois, vous prenez des pauses, ce qui est important pour bien s'aérer le cerveau, puis ça va être plus facile après ça de rentrer dans votre tâche et de vous concentrer. Après 3 25 minutes ou 4 25 minutes, vous pouvez prendre une plus longue période de pause. Donc, vous pouvez prendre votre heure de lunch, par exemple. Certains vont me dire, ah, ben c'est beaucoup de minutes d'arrêt, mais essayez-les, vous allez voir qu'au bout de la ligne, à la fin de la journée, vous allez avoir été beaucoup plus productif. Le dernier truc que je vous donnerais, c'est la cohérence cardiaque. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ça déjà. Sinon, je vous invite à aller lire un petit peu plus là-dessus. La cohérence cardiaque nous présente plusieurs avantages et un des avantages, c'est de nous aider à rester bien concentrés. Donc, la cohérence cardiaque se pratique sur une période d'environ 5 minutes, mais ça peut être moins si vous n'avez pas beaucoup de temps. En fait, c'est qu'on veut inspirer et expirer de manière continue et dans un rythme beaucoup plus lent. Donc, c'est 6 respirations par minute. Vous allez inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Et ça pendant 5 minutes, ce qui va faire 6 respirations par minute au total. Et si vous avez la chance, vous pouvez pratiquer ça 3 fois par jour et vous allez voir, à court terme, vous allez voir beaucoup les bénéfices. Donc ça, c'est vraiment mon truc numéro 1 pour faciliter ma concentration. Truc numéro 5, avoir un poste de travail fixe et travailler le plus possible de manière ergonomique. Bien entendu, vous le savez, c'est pas une bonne idée de travailler de son fauteuil et peut-être vous avez été tenté au début du confinement. Si vous n'avez pas une bonne position de travail, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez développer à moyen ou à long terme vraiment des douleurs et même des blessures musculo-squelettiques. Donc, on veut évidemment éviter ça. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de bureau de travail ou une chaise de travail sur roulette que vous ne pouvez pas avoir une bonne position. Donc, il y a des trucs de base à penser. Vous pouvez voir à l'écran, on vous a mis le dessin avec les angles idéaux pour votre position. Bien entendu, les jambes doivent être à un angle de 90 degrés, comme vous pouvez voir sur la photo. Si vous n'avez pas de chaise de travail ajustable, c'est important que vos pieds puissent toucher par terre. Si vos pieds ne touchent pas par terre, vous pouvez mettre un bloc ou des coussins pour surélever les jambes. Aussi, comme vous voyez, les bras sont à un angle de 90 degrés et c'est important de détendre les épaules le plus possible. Chose qu'on ne pense pas souvent, c'est de pousser notre ordinateur portable le plus loin possible sur notre bureau pour s'assurer de bien appuyer les avant-bras
sur le bureau. Parce que si on travaille trop proche de la table ou du bureau, on pourrait développer des douleurs au niveau des poignets. Mais ça, c'est un truc qu'on pense pas souvent. Si vous regardez les personnes travailler dans des cafés ou au bureau, vous voyez souvent que c'est vraiment des mauvaises pratiques que les gens font sans y penser. Là, j'imagine que vous allez y penser à partir d'aujourd'hui. Aussi, autre chose, comme vous voyez sur l'image, c'est que nos yeux devraient être à la hauteur, en fait, au haut de notre écran. Si vous avez un écran ajustable, là, c'est beaucoup plus facile de l'ajuster. Si vous travaillez comme moi avec un ordinateur portable, évidemment, les yeux ne sont pas à la bonne hauteur si je ne surélève pas mon ordinateur portable. Donc, en ce moment, ce n'est vraiment pas une bonne position, mais parce que j'ai besoin de vous parler et j'ai besoin de ma caméra en ce moment. C'est pour cette raison que mon ordinateur est mal positionné. En temps normal, je voudrais pas travailler de cette manière parce que, bien évidemment, à la fin de la journée, je vais avoir mal dans le cou. Mon truc à moi, j'ai ici un bloc de yoga qui va m'aider à surélever l'ordinateur à la bonne hauteur pour moi. À la maison, vous pouvez aussi utiliser des livres, par exemple, ou même une boîte de jeux de société qui pourrait faire l'affaire, mais toujours s'ajuster à la bonne hauteur, ça c'est nécessaire. Si vous n'avez pas de bureau de travail, vous pouvez utiliser la table de cuisine ou même le comptoir de cuisine, une surface plate le plus possible, hein. Donc, si vous êtes à la table de cuisine et avez une chaise de cuisine, assurez-vous que vous êtes confortable. Le creux lombaire est très important de le combler. Avec une chaise de bureau, c'est plus évident. Habituellement, ils sont ajustés pour ça. Une chaise de cuisine, pas vraiment. Donc, vous pouvez mettre un coussin à l'arrière ou même une serviette roulée qui va vous permettre de combler le creux en arrière. Et vous pouvez mettre aussi un coussin sous vos fessiers là, pour vous assurer aussi que vous êtes le plus confortable possible. Si vous travaillez à votre comptoir debout, ne pas oublier encore une fois de mettre quelque chose sous votre laptop pour être à la bonne hauteur, bien évidemment. Donc, ce sont vraiment des trucs simples de base, mais il ne faut pas les minimiser et j'espère que vous allez y penser à partir d'aujourd'hui. L'éviter numéro 1, on évite de procrastiner. En fait, on attribue souvent cette tergiversation-là au combat qu'on a dans notre cerveau. En fait, le combat de notre cerveau qui nous dit qu'on n'a pas envie de faire une tâche. C'est vraiment une réaction de fuite et ce n'est pas de la paresse. Ça, c'est très intéressant à savoir. Donc, truc numéro 1 que je vous donnerais, c'est la précrastination. En fait, la précrastination, ça consiste à se débarrasser de tâches qu'on n'a pas envie de faire. Donc, je vous dirais, mettez-les au début de la journée, comme ça on s'en débarrasse et ça reste pas lourd dans notre cerveau. Après, je vous dirais, maîtrisez vos impulsions parce que c'est vraiment une impulsion qui nous dit qu'on n'a pas envie de faire la tâche et maintenant, vous le savez, donc vous allez pouvoir un petit peu plus gérer cette impulsion-là. Et vous posez la question, pourquoi j'ai pas envie de le faire? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose de difficile? Est-ce que c'est quelque chose que je me sens pas à l'aise ou je me sens pas expert dans cette tâche-là? Parce qu'on a tendance à repousser les choses dans lesquelles on ne se sent pas à la hauteur. Et souvent, c'est inconscient. Donc, posez-vous les bonnes questions. Aussi, ne pas trouver des prétextes. Bien entendu, à la maison, c'est facile de trouver plein de prétextes. Hein? Il y a plein d'autres choses à faire. Concentrez-vous sur votre tâche, sur ce que vous avez à faire. Je vous dirais aussi de vous tenir loin de Netflix, de la télé, de la radio et même des vidéos de chat. Hein? Tout va attirer notre attention. Aussi, utiliser les trucs de concentration que je vous ai donnés au début de la capsule et tout devrait bien aller. Activité numéro 2, ne pas maintenir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pour certaines personnes, ça fait l'effet contraire de travailler à la maison. Certaines personnes vont travailler plusieurs heures de plus par semaine, voire par jour. Pourquoi? Parce qu'ils désirent montrer qu'ils travaillent fort de la maison et qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Mais en fait, il n'y a pas de raison de faire ça parce que, comme mentionné au début de la capsule, si vous organisez bien votre travail, vous allez être en mesure d'atteindre vos objectifs et même d'être plus efficace. Aussi, l'autre problème, c'est que notre bureau est bien évidemment très accessible
car il est dans la maison. Donc, c'est important d'essayer le plus possible de pouvoir dresser une ligne entre les deux. Si vous avez un bureau avec une porte, là, bien évidemment, après la journée de travail, fermez la porte. Comme ça va donner une barrière psychologique. Si c'est à air ouverte, essayez de délimiter le plus possible votre endroit. Parce que bien entendu, c'est accessible en quelques secondes de la cuisine ou de la chambre, donc c'est tentant d'aller au bureau et de continuer à travailler. Donc, bien faire une coupure. Aussi, tenter de faire une activité que vous aimez quand vous avez terminé le travail pour être capable de passer à autre chose. Donc, que ce soit un sport, jouer d'un instrument de musique, écouter une émission de télévision, par exemple, ou même pratiquer la respiration ou la cohérence cardiaque. Ça va vraiment vous aider à maintenir cet juste équilibre-là que vous avez besoin. Piège à éviter numéro 3, de ne pas prendre de pause. Permettez-vous des pauses pendant la journée. Prenez quelques minutes pour vous détendre. Vous le méritez. C'est pas toujours facile, mais c'est absolument nécessaire. Et puis, c'est indispensable pour avoir les idées claires. Allez prendre l'air. Le cerveau ne peut pas travailler plus que 2 heures de suite. Donc, si vous voulez être efficace, prenez des pauses. Piège à éviter numéro 4, ne pas s'habiller de manière professionnelle. En fait, on vous suggère de vous habiller le matin comme si vous alliez au bureau et tout ça, ça peut faire partie de votre routine. Ça fait une grosse différence. Vous allez adopter une attitude beaucoup plus professionnelle et lorsque vous allez appeler vos collègues, patrons ou même clients, ils vont le sentir au bout de la ligne et je suis certaine que vous allez avoir des meilleurs résultats. Numéro 5, ne pas le dire quand ça ne va pas. En fait, n'hésitez pas. Évidemment, il y a une distance physique et le sentiment de proximité peut diminuer. Certaines personnes aussi sentent qu'ils n'ont pas assez de soutien de la part de leur supérieur immédiat. Souvent, c'est difficile de détecter par téléphone ou même par visioconférence que quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit pour clarifier les tâches pour le travail, clarifier les attentes ou même juste discuter du fait qu'on se sent isolé à la maison. N'hésitez pas à partager autant avec votre supérieur immédiat que vos collègues. Évidemment, le télétravail, c'est une toute autre forme de travail et pour la plupart d'entre nous, ça nous met souvent en dehors de notre zone de confort. Donc, c'est bien important de mettre des bonnes pratiques en place. Et je vous dirais, profitez de l'occasion pour développer vos compétences, que ce soit des compétences informatiques, que des compétences de communication ou même des compétences relationnelles. Aussi, profitez du moment de développer votre autonomie. Comme mentionné au début de la capsule, si vous êtes bien organisé et vous utilisez les trucs, vous allez pouvoir être plus efficace et avoir une meilleure productivité en travaillant à la maison. Donc, j'espère vraiment que vous allez appliquer les trucs que je vous ai proposés aujourd'hui. Au plaisir!